Bonjour, je suis le docteur Gabriel Costa, médecin spécialisé dans la santé des personnes âgées. En plus de 17 ans de pratique, j'ai accompagné des milliers de patients et j'ai vu, croyez-moi, à peu près tout ce qu'un médecin peut voir. J'ai célébré des guérisons qui semblaient impossibles et j'ai soutenu des familles dans leurs moments les plus difficiles. Et toute cette expérience, toutes ces années en première ligne, m'ont appris quelque chose qu'on dit rarement à voix haute. Parfois, la médecine la plus sage, c'est de savoir quand, tout simplement, il ne faut rien faire. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose de très personnel, quelque chose qui va à contre-courant de ce que beaucoup pensent et qui va sans doute vous surprendre. Je vais vous révéler les 5 bilans médicaux de routine que moi, personnellement, après 70 ans, je ne ferai jamais, et je ne dis pas ça par caprice ou par négligence. Je le dis avec le poids de presque 2 décennies d'expérience, d'avoir vu les conséquences d'une médecine qui, parfois, dans son obsession à tout trouver, finit par faire plus de mal que de bien. Ces examens, qu'on nous présente comme le nec plus ultra de la prévention, peuvent nous entraîner dans une spirale d'angoisse, de procédures invasives et de complications qui nous volent exactement ce qu'on chérit le plus à l'âge de la retraite, l'indépendance et la qualité de vie. Alors si vous avez plus de 70 ans, ou si vos parents ou grands-parents sont dans cette tranche d'âge, restez avec moi. Je ne vais pas seulement vous dire quels examens éviter, je vais vous expliquer le pourquoi avec des histoires de mes propres patients et avec des données scientifiques qui ne laissent pas de place au doute. Et surtout, je vais vous donner les alternatives, les stratégies les plus sûres, les plus intelligentes et souvent les plus simples pour prendre vraiment soin de votre santé, pour vivre plus longtemps et, avant tout, pour vivre mieux. Tout ça, ce n'est pas pour avoir peur des médecins, c'est pour devenir un patient informé qui prend les rênes. Alors commençons. Le premier bilan de ma liste est peut-être le plus tentant de tous, le scanner corporel total. On le voit affiché dans des cliniques privées qui promettent un bilan complet de la tête aux pieds avec les dernières technologies en IRM ou en scanner. Ça sonne incroyable, non? Une photo complète de votre intérieur pour repérer quoi que ce soit avant que ça se déclare. C'est la promesse du contrôle absolu, mais la réalité, et c'est là que ça se complique, est très différente et souvent dangereuse. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Robert, un de mes patients, 74 ans, un homme plein de vie. Il jouait au golf, voyageait avec sa femme, profitait de ses petits-enfants. Il était en bonne santé, sans le moindre symptôme. Un jour, son fils, avec les meilleures intentions du monde, lui offrit pour son anniversaire un bilan exécutif qui incluait ce type de scanner. Robert y alla surtout pour faire plaisir à son fils. Et c'est là que ses ennuis ont commencé. Le compte-rendu du scanner arrivait avec une note qui donnait froid dans le dos. On observait une petite lésion indéterminée d'1,5 cm sur le rein gauche. Lésion indéterminée. 2 mots qui sont une véritable bombe à angoisse. Du jour au lendemain, Robert est passé d'un homme en bonne santé à un patient avec une lésion au rein. Son médecin, comme le veut le protocole, l'a adressé à l'urologue. L'urologue, pour être sûr, a recommandé une biopsie. Une biopsie du rein, ce n'est pas une mince affaire. Ça implique d'enfoncer une longue aiguille dans le dos jusqu'au rein. Il y a des risques, saignements, infections, douleurs. Robert, courageux, a accepté. Le résultat a mis une semaine que lui et sa famille ont vécu dans un état de panique. Et le verdict final, un angiomyolipome, une tumeur bénigne, totalement inoffensive, faite de graisse, de muscles et de vaisseaux qui ne lui aurait jamais causé le moindre problème. Robert n'a rien gagné, au contraire, il a perdu. Il a perdu la paix, il s'est soumis à un geste invasif et risqué, et il a provoqué une angoisse immense dans toute sa famille. Son cas n'est pas une exception. Hélas, c'est ce qui arrive le plus souvent. Et là vient la donnée scientifique qui change tout. Des études montrent que jusqu'à 86% des adultes âgés en bonne santé qui passent un scanner corps entier voient quelque chose découvert. 86%. La grande majorité de ces découvertes, comme celle de Robert, sont ce qu'on appelle des incidentalomes. Des trouvailles fortuites, bénignes, sans importance. Des taches sur le foie, des kystes au rein, des nodules aux poumons, des cicatrices du temps qui sont là depuis des années et qui ne deviendront jamais un problème. Le vrai problème, c'est qu'une fois qu'on trouve quelque chose, on déclenche ce qu'on appelle la cascade des interventions. La découverte crée de l'anxiété, l'anxiété mène à d'autres examens, ces examens peuvent être invasifs et avoir leurs propres risques, et tout peut finir par des traitements ou des chirurgies totalement inutiles. Cette boule de neige démarre avec un examen qui n'aurait jamais dû être fait. En plus, si le scanner est un scanner tomodensitométrique, on parle d'une dose de rayonnement considérable qui peut équivaloir à des centaines de radiographies pulmonaires. Le rayonnement s'accumule et même si le risque d'un scanner isolé est faible, il n'est pas nul. Pourquoi prendre ce risque sans bénéfice clairement établi? Alors quelle est la bonne alternative? La réponse n'est pas dans une machine, elle est dans quelque chose de beaucoup plus humain. L'évaluation gériatrique globale. Ce n'est pas un simple bilan, c'est une conversation approfondie avec un médecin qui comprend comment on vieillit. Au lieu de chasser des fantômes, on se concentre sur ce qui compte vraiment pour la qualité de vie, la fonction.
Dans cette évaluation, la première chose qu'on fait, c'est un dépistage de la fragilité. Ce n'est pas une insulte, c'est un concept médical essentiel. On mesure des choses simples comme la vitesse de marche ou la force de préhension. Ces marqueurs prédisent l'état de santé futur bien mieux que n'importe quelle image. Si on détecte une fragilité qui commence à s'installer, on peut agir avec de l'exercice et de la nutrition pour l'inverser. Ensuite, et c'est vraiment important, on fait une révision complète des médicaments. C'est incroyablement fréquent de voir des personnes âgées prendre 10 médicaments ou plus, prescrits par différents spécialistes. Souvent, des symptômes comme les vertiges ou la confusion ne sont pas une nouvelle maladie. C'est l'effet secondaire d'un de ces médicaments. Nettoyer cette liste peut faire des miracles. Et enfin, on évalue les habitudes de vie. Alimentation, sommeil, activité physique et liens sociaux. Ce sont les vrais piliers de la prévention et du bien-être. Une alimentation anti-inflammatoire et l'exercice régulier préviennent plus de maladies que n'importe quel scanner. Cette évaluation ne crée pas d'anxiété, elle vous donne du pouvoir. Elle ne cherche pas des problèmes théoriques, elle optimise votre santé réelle. Donc la prochaine fois que vous verrez une publicité vous promettant une cartographie de votre santé, pensez à Robert et choisissez la sagesse d'une évaluation centrée sur la personne, pas sur l'image. Le deuxième bilan que j'évite comme la peste, c'est l'IRM cérébral de routine pour des oublis légers. C'est le quotidien de ma consultation. Un patient de 75 ou 80 ans vient souvent amené par ses enfants, parce qu'il oublie le nom d'un acteur ou ne se souvient plus pourquoi il est monté à l'étage. Les petites distractions normales liées à l'âge. Il ne se perd pas, il ne se désoriente pas, il gère parfaitement son argent. Mais la peur d'Alzheimer est tellement grande que la famille exige une IRM pour voir ce qui se passe là-dedans. Je veux vraiment que vous compreniez ça. Demander une IRM dans cette situation, c'est presque toujours une très mauvaise idée. C'est ouvrir une boîte de Pandore dont il ne sort que de l'angoisse. Permettez-moi de vous présenter Martine, 78 ans, une femme brillante, grande lectrice, qui a commencé à remarquer qu'elle avait parfois du mal à trouver le mot exact. Sa fille, très inquiète, l'a convaincue de passer une IRM. Le jour où elles ont lu le compte-rendu, le monde de Martine s'est effondré. Le radiologue décrivait une atrophie corticale diffuse légère, normale pour l'âge, et des foyers épars de gliose de la substance blanche. Pour un médecin, ce compte-rendu est ni plus ni moins la description d'un cerveau normal de 78 ans. C'est comme dire qu'une personne de cet âge a des rides ou des cheveux blancs. L'atrophie, c'est une légère réduction du volume cérébral normal avec le temps. Les lésions de la substance blanche, ce sont comme de petites cicatrices qui se forment souvent à cause d'une tension artérielle un peu élevée pendant des décennies. Ce sont des résultats attendus, mais pour Martine et sa fille, ça a sonné comme un arrêt de mort. Atrophie cérébrale, lésion. Elles sont sorties de là convaincues qu'Alzheimer était imminent. À partir de ce jour-là, Martine a changé. Elle a commencé à douter d'elle-même. Elle a arrêté son club de lecture par peur de ne plus retenir un nom. L'IRM ne lui a pas donné un diagnostic, elle lui a volé la confiance en son propre esprit. Et là vient quelque chose de vraiment frappant. Dans des études menées sur des personnes de plus de 75 ans en parfaite santé, 94% des IRM cérébrales montrent des résultats anormaux, presque toutes. Si on scanne 100 personnes saines de cet âge, 94 en ressortent avec un compte-rendu susceptible de semer la panique. Le problème, c'est que ces images ne correspondent pas bien à la fonction réelle de la personne. J'ai vu des patients avec des IRM qui semblaient catastrophiques et un esprit parfaitement affûté, et vice-versa. L'image, ce n'est pas la personne. Et ce qui est pire encore, le résultat de l'IRM ne change en rien la prise en charge pour des oublis légers. Il n'existe pas de médicament qui inverse l'atrophie normale liée à l'âge. Alors quelle est l'alternative sensée ? L'outil le plus précieux, c'est un simple test cognitif de 10 minutes en consultation. Des tests comme le MMS ou le MoCA, on demande aux patients de mémoriser 3 mots et de dessiner une horloge. C'est simple, rapide et ça nous donne une information fonctionnelle extrêmement précieuse. Si le test est normal, on peut rassurer la famille avec un degré élevé de certitude. S'il montre une difficulté, alors on ne s'arrête pas là. On commence ce que j'appelle la recherche des faux coupables des troubles de la mémoire. Avant de penser à Alzheimer, on écarte une liste de causes fréquentes et surtout réversibles. La révision des médicaments, encore une fois le principal suspect. Les somnifères, les anxiolytiques, certains antihistaminiques peuvent provoquer un vrai brouillard mental. La prise de sang, on vérifie la vitamine B12 et la fonction thyroïdienne. Une carence ou un hypothyroïdisme sont des causes classiques et faciles à corriger. L'évaluation de l'humeur. Chez la personne âgée, la dépression se manifeste souvent par de l'apathie et des trous de mémoire. La traiter peut redonner de la clarté mentale. La qualité du sommeil. L'apnée du sommeil, qui coupe l'oxygène au cerveau pendant la nuit, est une cause très sous-estimée des problèmes cognitifs. Ce n'est qu'après avoir tout écarté, si les tests fonctionnels montrent un déclin progressif, qu'une imagerie pourrait avoir un sens dans le cadre d'un bilan complet. Le message est clair. Face à des oublis légers, ne courez pas vers la machine à IRM. Courez vers un médecin qui prend le temps de s'asseoir et de parler avec vous, qui évalue votre fonction réelle et qui cherche des causes réversibles. Le troisième bilan sur ma liste noire, c'est l'épreuve d'effort cardiaque de routine.
Je parle de mettre une personne de plus de 70 ans qui se sent bien, sans douleur dans la poitrine ni essoufflement, à marcher sur un tapis roulant parce que l'âge l'exige. Cette pratique, bien que très répandue et pleine de pièges, est peut-être dangereuse. L'histoire de Jacques l'illustre parfaitement. 72 ans, actif, jouait au tennis et marchait tous les jours. Zéro symptôme cardiaque. Il allait se faire opérer d'une hernie et le protocole de l'hôpital imposait une épreuve d'effort pour tous les patients de plus de 70 ans. Jacques ne comprenait pas. S'il pouvait disputer un match de 2 heures, pourquoi devait-il marcher sur un tapis? Mais le protocole, c'est le protocole. Durant l'épreuve, Jacques a commencé à ressentir une pression dans la poitrine. L'électrocardiogramme a montré des changements douteux. Le cardiologue a arrêté l'épreuve et, devant un résultat douteux positif, a recommandé l'étape suivante, une coronarographie. Une coronarographie, c'est invasif. On introduit un cathéter par une artère jusqu'au cœur pour visualiser les coronaires. Jacques, qui était entré en marchant pour un simple test, se retrouvait sur un brancard pour un geste cardiaque. Résultat, ses artères présentaient un peu de cholestérol, tout à fait normal pour son âge, des obstructions de 30 à 40% qui ne nécessitaient ni stent ni aucun traitement. Que s'est-il passé? Jacques a eu un faux positif. L'épreuve d'effort sur tapis a un taux très élevé de faux positifs chez les personnes âgées. Elle peut donner un résultat anormal pour 1000 raisons qui n'ont rien à voir avec une obstruction dangereuse. Mais le mal était fait. On avait collé à Jacques l'étiquette de cardiaque. On lui avait prescrit une poignée de médicaments et, le pire, il avait développé une peur de l'effort. Il a arrêté le tennis. L'examen censé le protéger lui a volé sa qualité de vie, sans compter que l'épreuve elle-même peut, dans de rares cas, provoquer une arythmie ou un infarctus. Alors quelle est l'alternative logique? D'abord et avant tout, écouter son corps. Le meilleur test d'effort, c'est la vie quotidienne. Si vous pouvez monter 2 étages d'escalier ou marcher d'un bon pas sans douleur dans la poitrine, vous passez votre test d'effort chaque jour. C'est vraiment important d'apprendre à reconnaître les vrais signaux d'alarme. Une douleur dans la poitrine à l'effort, un essoufflement disproportionné, des vertiges. Si l'un de ces signes apparaît, consultez. Là, un test est vraiment justifié. Maintenant, si on veut évaluer le risque futur, il existe un outil beaucoup plus moderne et sûr, le score calcique coronaire. C'est un scanner simple, à faible dose de rayonnement et sans piqûre qui dure 5 minutes. Il mesure la quantité de calcium, c'est-à-dire de cholestérol durci, dans les parois des artères. Le résultat, c'est un nombre. Un 0 signifie un risque très faible d'infarctus dans les années à venir. Un nombre élevé nous dit qu'il faut prendre la prévention au sérieux. Le score calcique nous indique quel est notre risque, pas si une artère est bouchée. C'est un outil pour guider la prévention, pas pour déclencher des procédures invasives. Mon conseil, ne laissez pas quelqu'un vous mettre sur un tapis roulant par précaution. Faites confiance à votre corps et si vous voulez affiner l'évaluation du risque, parlez à votre médecin traitant du score calcique. Voilà, on arrive au 4e bilan et c'est probablement le plus controversé parce que la coloscopie est un outil fantastique, mais son utilité dépend de l'âge. Le bilan que je ne recommande pas, c'est la coloscopie de dépistage systématique après 75 ou 80 ans si les précédents bilans étaient restés normaux et qu'il n'y a pas de risque particulier. Soyons clairs, je ne suis pas contre la coloscopie. Je la recommande sans hésiter à partir de 50 ans. Elle prévient le cancer du côlon en permettant d'enlever les polypes avant qu'ils ne deviennent malins. Le problème surgit quand on applique cette logique aux personnes très âgées. En médecine, il faut toujours peser le bénéfice par rapport au risque. Et chez un octogénaire, la balance penche vers le risque. Permettez-moi de vous raconter le cas d'Hélène, 79 ans. Sa dernière coloscopie à 70 ans était normale. Le système informatique de son médecin lui a rappelé qu'il était temps d'en faire une autre. Hélène n'avait aucun symptôme, mais elle était consciencieuse. La préparation de l'examen a été un calvaire. Des litres d'un laxatif qui l'ont gardée aux toilettes toute la nuit, la laissant épuisée et déshydratée. Pour quelqu'un de son âge, c'est déjà un risque. Il y a ensuite la sédation qui, chez les personnes âgées, présente davantage de risques de confusion ou de problèmes respiratoires. Mais le risque qui nous préoccupe le plus en tant que médecin, c'est la perforation intestinale. Avec l'âge, la paroi du côlon devient plus fine. Le risque d'une déchirure lors de l'endoscopie, bien que faible, 1 à 2 pour 1000 environ, se double ou se triple après 75 ans. Et une perforation, c'est une urgence chirurgicale majeure, souvent avec une stomie, un appareillage. Pour une personne de 80 ans, une telle opération peut marquer la fin de son indépendance. Alors quel est le bénéfice? Prévenir un cancer qui, s'il apparaissait, mettrait 5 à 10 ans à poser problème. Les principales recommandations médicales, notamment celles issues des sociétés savantes françaises, préconisent déjà d'arrêter le dépistage systématique entre 75 et 85 ans. La logique est simple. Il est plus probable que la coloscopie vous fasse du mal qu'elle ne vous sauve d'un cancer futur si votre espérance de vie est inférieure à 10 ans. Bien sûr, ce n'est pas valable pour tout le monde. S'il y a des antécédents familiaux, des polypes préexistants ou d'autres facteurs, la décision est différente. Mais pour la personne moyenne, continuer à les faire de façon systématique est un risque inutile. Alors, on arrête de s'occuper du côlon? Absolument pas.
On passe d'un dépistage invasif à une surveillance intelligente. D'abord, la surveillance des symptômes, et c'est vital. Il faut consulter immédiatement si apparaît un changement persistant du transit, du sang dans les selles, des douleurs abdominales, une perte de poids inexpliquée ou une anémie nouvelle. Face à ces signes, l'âge n'a pas d'importance et la coloscopie est justifiée. Deuxièmement, et c'est le plus puissant, la prévention active par l'alimentation. Le secret pour un côlon sain, c'est les fibres. Fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes. Les fibres nourrissent nos bonnes bactéries qui produisent des substances anti-inflammatoires et anticancéreuses. Manger plus de lentilles, de brocolis, d'avoine ou de pommes est une intervention bien plus sûre qui bénéficie à tout l'organisme. Mon message ? Faites les coloscopies au bon moment. Jusqu'à 75 ans, c'est vraiment important. Après, pour la plupart des gens, il est temps de se concentrer sur la surveillance des symptômes et sur la puissance de ce qu'on met dans l'assiette. Et nous arrivons au 5e et dernier bilan. Celui-ci s'adresse aux hommes, et c'est l'un des sujets les plus débattus. La prise de sang pour le dosage du PSA, l'antigène prostatique spécifique pour dépister le cancer de la prostate, surtout après 75 ans. Le PSA a été présenté comme la grande promesse pour détecter le cancer de la prostate à temps. Le problème, c'est que la biologie de ce cancer, surtout chez les hommes âgés, est très capricieuse. Et l'utilisation indiscriminée du PSA a créé une véritable épidémie de surdiagnostic et de surtraitement. Je vous explique avec l'histoire de Charles. 80 ans, veuf, indépendant et actif. Lors de son bilan annuel, on lui a prescrit un PSA par routine. Il est sorti à 6,5, un peu élevé. Charles se sentait parfaitement bien, mais ce chiffre a été le coup d'envoi de la cascade. Du médecin généraliste à l'urologue, et de l'urologue à la biopsie de prostate. Une biopsie de prostate, c'est désagréable et comporte des risques, surtout d'infections graves, de sepsis. Charles n'a pas eu de chance. Il s'est retrouvé hospitalisé pour une sepsis. Il s'en est remis, mais alors est arrivé le résultat de la biopsie. Un adénocarcinome de prostate, score de Gleason 6. On lui avait trouvé un cancer. Mais quel type de cancer ? Un Gleason 6, c'est le type de cancer de la prostate le plus indolent qui soit. Il est si lent que beaucoup d'entre nous doutons qu'on devrait l'appeler cancer. La probabilité qu'un homme de 80 ans meure d'un Gleason 6 est quasi nulle. Il est certain qu'il mourra avec, mais pas à cause de lui. En fait, les données autopsiques montrent que jusqu'à 80% des hommes de 80 ans ont des foyers de cancer dans la prostate sans que ça ne les affecte le moins du monde. Mais on avait dit à Charles qu'il avait un cancer, et face à ce mot, les gens veulent qu'on le leur enlève. Malgré la proposition de surveillance active, c'est-à-dire surveiller sans traiter, l'anxiété a pris le dessus et il a choisi la radiothérapie. Le traitement a été un succès, mais le prix payé était très élevé. Le rayonnement lui a causé une incontinence urinaire permanente et une dysfonction érectile. Sa vie sociale s'est effondrée. On a traité un cancer qui ne l'aurait jamais tué, mais on a détruit sa qualité de vie dans le processus. C'est l'exemple parfait du surdiagnostic, trouver un cancer qui n'aurait jamais posé problème, et du surtraitement, des thérapies agressives pour une maladie inoffensive. Et le PSA est le moteur de tout ça. Le PSA peut augmenter pour 1000 raisons. Une inflammation, une infection, ou même après une balade à vélo. Pour chaque homme sauvé grâce au PSA, on estime qu'une 50aine d'autres sont diagnostiqués et traités inutilement avec des séquelles permanentes. Alors, on jette le PSA à la poubelle ? Non. On fait quelque chose de beaucoup plus intelligent. On remplace le bilan automatique par une décision partagée et éclairée. Le médecin doit avoir une conversation honnête avec son patient en lui expliquant les avantages et les inconvénients avec des chiffres clairs. Et c'est alors le patient qui décide ce qui compte le plus pour lui. La possibilité infime de prolonger un peu sa vie en échange d'un risque bien réel de ruiner sa qualité de vie. Pour ceux qui reçoivent un diagnostic de cancer de faible risque, l'alternative au traitement, c'est la surveillance active. Ce n'est pas ne rien faire, c'est un suivi rigoureux pour s'assurer que la tumeur ne devient pas agressive. Et bien sûr, on reste attentif aux symptômes réels. Difficulté à uriner, sang dans les urines, douleur osseuse, ça mérite une investigation à tout âge. Et voilà, vous les avez. Les 5 bilans que, fort de mon expérience et des données disponibles, je ne me ferai jamais après 70 ans. Le scanner corps entier, une véritable usine à anxiété. L'IRM cérébral pour des oublis légers qui vous étiquette d'anormal sans raison valable. L'épreuve d'effort de routine qui présente plus de risques que de bénéfices. La coloscopie de dépistage après 75 ans, là où la balance penche vers le danger. Et le PSA systématique chez l'homme âgé, le roi du surdiagnostic. Vous voyez le fil conducteur ? C'est un appel à une médecine plus sage, plus personnalisée, plus humaine. Une médecine qui comprend que, surtout à un certain âge, l'objectif n'est pas seulement de vivre plus longtemps, c'est de vivre mieux avec de la qualité, de l'indépendance et de la joie. La vraie prévention, ce n'est pas une batterie d'examens à la recherche de fantômes. C'est une alliance avec votre médecin traitant, une évaluation centrée sur votre fonction et un engagement quotidien pour des habitudes de vie saines et favorables au bien-être. Mon objectif, ce n'est pas que vous ayez peur de la médecine, au contraire,
c'est que vous deveniez les acteurs de votre santé, que vous posiez des questions, que vous compreniez le pourquoi de chaque examen, que vous osiez dire « Docteur, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça à mon âge et dans ma situation ?» La santé, ce n'est pas un bilan sans anomalie. La santé, c'est pouvoir jouer avec ses petits-enfants, profiter d'une promenade, garder l'esprit vif et le cœur en éveil. Et parfois, la décision la plus courageuse et la plus bénéfique que nous puissions prendre, c'est de dire non à un examen inutile. Si ce message vous a paru utile, s'il peut aider quelqu'un que vous aimez, je vous encourage à partager cette vidéo. Et pour ne pas rater les prochains conseils santé fondés sur l'expérience, pour une vie longue et pleine, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Laissez-moi un commentaire. Avez-vous déjà eu l'impression qu'on vous poussait à faire un examen qui ne vous semblait pas nécessaire? Je lirai tout ce que je pourrai. Merci de m'avoir accompagné. Prenez soin de vous et surtout, prenez-en soin avec sagesse.